Bonjour Aurore Lalucq, députée européenne, donc place publique. Alors une première question d'actualité. Hier, juste avant minuit, dans le cadre de la niche parlementaire des Insoumis, il a été voté la nationalisation des activités françaises d'ArcelorMittal. Oui. Alors est-ce que pour vous, députée européenne, ça se passe vraiment en France ou c'est un sujet qui est à minima européen? Alors, je vais même vous dire, en tant que présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, c'est définitivement un sujet européen. Et la défense de l'acier, elle est essentielle. Donc, est-ce qu'il fallait nationaliser cette entreprise? Oui. Est-ce que c'est la solution miracle à tous les problèmes? Non, il va falloir trouver une solution de long terme. Mais il faut vraiment garder les capacités d'acier. Ça ne se passe pas qu'en France. Ça se passe aussi en Suède, par exemple, où il y a Strogra qu'il va falloir vraiment soutenir. Parce que l'acier vert, notamment, c'est essentiel pour toute la chaîne de valeur au niveau européen, notamment dans un moment où on est en train de se réarmer. Oui, justement, on en reparlera. L'acier est un enjeu aussi de sécurité. On en parlera quand on ouvrira notre petit chapitre Europe. Alors, autre annonce hier par le président de la République, on s'y attendait depuis quelques jours, c'est la création d'un service national purement militaire, pour ne pas dire service militaire, qui s'adresserait aux jeunes de 18 à 19 ans pour un engagement de 10 mois. Raphaël Glucksmann, donc de Place Publique, je le rappelle, a dit qu'il était pour un service universel et obligatoire, pas nécessairement militaire, mais civique. Donc j'imagine que vous n'êtes pas favorable à ce qu'a annoncé le président de la République, ou est-ce que ce n'est pas suffisant? Le problème avec Emmanuel Macron, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que ce sont des opérations de communication, la plupart du temps, pour cacher une faiblesse. Donc là, la réalité, c'est quoi? C'est qu'on devrait être en économie de guerre. Est-ce qu'on y est? Non. Donc tout d'un coup, il ressort un peu une idée comme ça, du chapeau, il le met en scène, etc. Après, mettons la personnalité spécifique du président de la République de côté et réfléchissons maintenant à la question de ce service. Est-ce que c'est utile ou pas? On se rend compte que dans tous les pays européens, c'est en train de revenir. C'est qu'il y a une raison. Est-ce que ça répond aux enjeux de défense et surtout, est-ce que ça donne une perspective à la jeunesse? Sur la question de la défense, c'est un premier pas. Absolument pas suffisant du tout. Il faut vraiment se dire qu'aujourd'hui, l'enjeu de la défense, c'est d'avoir de la commande dans le militaire, mais aussi de soutenir toutes les start-up. Et je pense évidemment à Altares, ceux qui sont en capacité de faire des drones qui vont détruire d'autres drones, de créer un vrai écosystème. C'est exactement ce qui se passe en Allemagne. On dit qu'il faut de la masse, c'est ce que disent les généraux, les spécialistes, disent qu'il faut de la masse dans le sens du nombre. C'est pas péjoratif, mais c'est un élément. C'est un élément. Mais là, surtout, il faut passer en économie de guerre. Il faut soutenir un certain nombre de start-up qui vont nous permettre de créer le mur de drones. L'enjeu, si vous voulez, c'est quand même d'envoyer personne au front. Au bout d'un moment, il faut être très clair. Il précise que c'est sur le territoire national. C'est sur le territoire national, etc. Après, donc c'est un élément important. C'est pas un élément. Ça va pas être la solution miracle. Ensuite, pour la jeunesse, un petit mot quand même. Ça ne peut pas être la seule proposition qu'on leur fait. Oui, on parle de l'engagement de la jeunesse, mais on ne parle pas de la jeunesse dans le sens large du terme. Oui, mais même, comment vous dire, on a une jeunesse qui a des problèmes psychiatriques qui sont liés notamment à la phase Covid. On est dans un environnement violent. Il y a la question du dérèglement climatique, etc. Un jeune sur trois, un étudiant sur trois ne mange pas à sa faim dans ce pays. Vous dites qu'on ne peut pas s'occuper de la jeunesse que pour parler de ce service national. Non, il va falloir trouver des solutions généreuses. Et si on est en capacité de défrayer de l'ordre de 900 à 1000 euros certains jeunes qui vont faire le service militaire, ça veut dire qu'à côté de ça, on doit être en capacité de trouver des solutions pour les 18-25 ans qui sont dans une situation de pauvreté. Donc, est-ce que c'est une solution intéressante? Oui, il y a quelque chose d'intéressant. Raphaël Glucksmann viendra avec des propositions bien plus fortes, à mon avis, et bien plus engageantes. Mais en tout cas, c'est un peu, si vous voulez, c'est toujours la même chose avec Macron. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est surtout une opération de communication à ce stade, à mon avis. Donc vous mettez peu mieux faire dans la marge, si j'ai bien compris. Je dis que c'est surtout pas comme ça qu'on arrivera à défendre le territoire. Il nous faut des armes et des drones et passer de la commande publique. Faire de la commande publique, c'est ce qui va relancer la croissance, c'est ce qui va nous désendetter, c'est ce qui va relancer l'industrie française. On a vraiment besoin de créer plus de liens entre les start-up qui innovent vraiment au niveau français et la défense traditionnelle. Sinon, je vais vous dire, on va encore se faire une fois doubler par l'Allemagne, qui sont en train de faire ça, eux. Alors que la défense, c'est notre secteur à la base. D'un côté, vous dites que c'est une question européenne, et d'un autre côté, on regarde aussi la concurrence, je dirais, interne. L'un de vos chevaux de bataille en ce moment, c'est la souveraineté aussi en Europe, qu'elle soit industrielle, on en a parlé un peu à travers la nationalisation d'ArcelorMittal, mais aussi numérique. Vous tirez d'une certaine manière la sonnette d'alarme. Est-ce que l'Europe est déjà, j'allais dire, entre guillemets, larguée, que ce soit par les États-Unis,
par la Chine dans tous les domaines, ou est-ce qu'il y a encore une possibilité pour l'Europe de raccrocher les wagons? Il y a une possibilité parce qu'on a tous les éléments du puzzle. Maintenant, il faut trouver le moyen de les mettre ensemble et surtout d'avoir une stratégie et d'avoir de la volonté politique, de ne pas avoir peur dans le moment actuel. Enfin, il faut se rendre compte qu'on est dans un moment extrêmement dur. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, c'est le moment de faire du rapport de force. Aujourd'hui, malheureusement, on est dépendant sur un très grand nombre de choses. Et je vais vous parler du cas, moi je trouve très parlant, du juge Guillou qui a été mis sous sanction. Cour pénale internationale, mis sous sanction des États-Unis. De la Cour pénale internationale. Exactement. Qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur qui est français? Eh bien, tout d'un coup, il ne peut plus commander sur Amazon, il ne peut plus louer sur Airbnb, il ne peut plus prendre de chambre d'hôtel. Pour tout, en fait, on dépend, par exemple, des Américains, mais même sur nos modes de paiement. Visa, Mastercard, c'est américain. On n'est plus souverain sur rien. Et ce cas-là, de ce monsieur qui, du jour au lendemain, ne peut plus vivre normalement, ça doit nous réveiller. Ça peut nous arriver à tous demain. Donc oui, on doit être souverain parce que les États-Unis, aujourd'hui, on le voit bien, ce ne sont plus nos alliés, malheureusement. Et je le regrette profondément. Et de l'autre côté, la Chine a théorisé l'éradication de l'économie européenne d'ici 2050. Donc c'est une vraie question de survie. C'est une vraie question de survie. Et je vais vous dire, le pire est jamais certain. Le pire est jamais certain. On est un continent riche. On a des compétences incroyables. On a l'impression qu'on le dit depuis la nuit des temps et que pour autant, l'Europe regarde les exemples que vous avez pris. Les États-Unis ou la Chine, par exemple, il y a une volonté de faire un effort sur le spatial avec une enveloppe autour de 22 milliards qui a été débloquée. Oui. Pour autant, c'est 60% les États-Unis, 15% la Chine. Je dirais qu'on est largué dans l'espace, si j'ose cette expression. Donc, on compte les points. Est-ce que c'est encore possible que l'Europe joue dans la cour des grands? Parce qu'on en est là aujourd'hui. Certains pays ont toujours une relation privilégiée avec les États-Unis et c'est vrai que certains discours de Donald Trump ont pu créer un peu... C'était un peu, pour certains, Bambi qui découvre la neige, on va le se dire clairement. Nous, on a toujours défendu une défense européenne, on a toujours défendu la préférence européenne, la politique industrielle. C'est en train de changer, ça, quand même. Est-ce que ça va assez vite? Absolument pas. Je suis entièrement d'accord avec vous et c'est pour ça qu'on se bat matin, midi et soir avec Raphaël Glucksmann sur ce sujet-là. Donc, c'est en train d'avancer. Pas assez vite, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut faire le deuil d'un logiciel intellectuel et politique. Moi, je préfère qu'on fasse ce deuil-là plutôt qu'on mette en danger les Européens. Mais après, au niveau français, on doit aussi être en capacité d'avancer et passer par de la commande publique plutôt que de la subvention à un moment où on est endetté, c'est vraiment, vraiment essentiel. J'insiste, on a OVH, on a Vercor, on a plein de super entreprises sur le sol français. Il faut vraiment les soutenir maintenant et faire de la préférence française et européenne. Alors, on parle de l'Europe, mais pour peser sur l'Europe, il faut peut-être être président de la République. Donc, cela nous ramène à la situation française. On le sait, Raphaël Glucksmann n'est pas favorable à une primaire, à l'instant où on se parle, considérant que si c'était Jean-Luc Mélenchon le candidat, il serait obligé de le suivre. On sait que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat à une primaire. Est-ce que Raphaël Glucksmann n'est pas en train de nous dire de manière indirecte qu'il est d'ores et déjà candidat à la présidentielle? Raphaël Glucksmann est obsédé par la présidentielle de 2025, comme beaucoup d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'on voit les sondages. On voit que la bascule vers le Rassemblement national est possible. Très clairement, les sondages le disent. Donc, obsédé au point de se présenter? Il est obsédé par ça, il y mettra toute son énergie. Moi, je vois qu'aujourd'hui, c'est le mieux placé dans les sondages. Je suis entièrement d'accord avec lui. Et pour le coup, entièrement d'accord aussi avec Mélenchon. On ne tranche pas une ligne programmatique à travers une primaire. Ça n'existe pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller très, très vite. Pour l'instant... Moi, si vous me demandez si ce serait mon candidat préféré, évidemment que oui, je ne vais pas vous mentir. Il attend quoi pour se déclarer? Parce qu'il se présente comme tel, il fait beaucoup d'émissions. Il ne se présente pas comme tel. Quand on n'est pas pour une primaire, qu'on considère que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être le candidat de la gauche, c'est qu'on pense qu'on va être candidat soi-même. Il essaye de participer au mieux à 2027. Après, on verra pour le reste. Le principal maintenant, c'est de trancher les lignes programmatiques. Je vois qu'il y a une évolution intéressante du côté de la gauche qui est en train de rompre avec la France insoumise, ce qui était notre ligne avec Raphaël Glucksmann. Ça, c'est bien. Mais maintenant, il faut qu'on se mette tous d'accord aussi autour d'un programme. Et après, l'incarnation, elle va émerger d'elle-même. Moi, j'ai évidemment une préférence pour Raphaël Glucksmann et je pense que je ne suis pas la seule. Alors, on verra si son obsession va jusqu'à se présenter. Merci, Aurore Laduc, d'être passée par France Info ce matin.